Connaissez-vous la différence entre un a priori et la réalité? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Hublot a été créé en 1980. Vous êtes peu à le savoir peut-être, par un entrepreneur italien, Carlo Crocco, issu d'une famille d'horlogers. On a entendu parler d'Hublot vraiment de manière plus soutenue dans les médias à partir de 2005, date de création de la Big Bang. En 2008, peu après, finalement, le rachat par la firme d'un des hommes les plus puissants du monde, on a eu la classique fusion que j'affectionne particulièrement. Je vais vous emmener dans l'univers Hublot, non pas dans la théorie, non pas avec la review d'une montre comme je l'ai fait très fréquemment, mais directement à la source, sur place, à la manufacture. Hublot m'a invité à la manufacture pour pouvoir découvrir son univers et on se rendra compte que finalement, les a priori qu'on a peuvent s'éteindre ou pas les uns après les autres. Avec 3 autres créateurs de contenu, rangés dans la case influenceurs, c'est comme ça qu'on nous appelle. On est allé pendant presque 2 jours sur place, près de Genève. Je ne sais pas ce que vous pensez de Hublot aujourd'hui. C'est à vous de me le dire dans les commentaires. C'est vrai que les puristes de l'horlogerie, parfois, ont pu se plaindre, ont pu dire que c'était pas forcément une marque très horlogère, que la communication était plutôt orientée vers les sports populaires, comme le football. C'est vrai qu'on prend le foot par exemple. Il y a pas mal de très jolies marques que vous connaissez et que vous aimez bien et que j'aime bien aussi, qui ne s'aventurent pas sur ce terrain-là. Ils préfèrent se concentrer sur des sports beaucoup plus chics, beaucoup plus nobles, comme le golf, comme la voile, comme le tennis, ou des sports extrêmement exclusifs, comme la Formule 1 par exemple. Hublot a choisi d'être décomplexé, a choisi d'aller sur des diamètres plus imposants que ce qui se fait la plupart du temps, a assumé cette posture dans le monde entier. Il faut savoir, comme je l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, que les diamètres assez contenus pour discuter avec plusieurs patrons de marque, c'est plutôt un phénomène qui est assez français, en Suisse aussi, en Belgique, mais disons qui est majoritairement français, issu de la jeune génération. Si on va par exemple aux États-Unis, ils portent beaucoup plus de grosses montres. Alors, est-ce un phénomène de mode ou pas? Ça, je vous laisse en répondre. Et puis, j'ai pas de boule de cristal pour tout anticiper. Mais en tout cas, Hublot a toujours assumé ses gros diamètres, notamment avec la Big Bang. La classique fusion, elle a un diamètre qui est quand même plutôt généreux, mais par sa finesse du boîtier, elle est vraiment très agréable. Je veux vous transporter dans la manufacture Hublot, vous qui regardez cette vidéo. Je veux que vous puissiez ressentir ce que moi j'ai pu ressentir en y allant. C'est ça vraiment mon objectif. Et vous allez voir qu'il y a des passionnés à la manufacture, dans le sertissage. Il y a une école aussi pour les jeunes, comme une académie Hublot. Il y a aussi un vrai savoir-faire sur la céramique. Et je pense qu'Hublot sont parmi les meilleurs, peut-être même les plus à la pointe, sur la céramique et le fait de pouvoir avoir des céramiques de couleurs différentes. Donc ça, vous allez le découvrir tout au long de la vidéo et à la fin, je conclurai. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et vous me direz également ce que vous en avez pensé d'Hublot. Pas forcément de cette vidéo, mais d'Hublot en tant que tel. Est-ce que votre vision a évolué? Est-ce que c'est toujours la même chose? Et je vous invite à me laisser en commentaire, mais plutôt à la fin de la vidéo. Maintenant, on va démarrer. Je vais vous emmener sur le terrain. Et j'ai fait comme un petit vlog, mais je voulais avoir en face caméra pour vous introduire ce qu'on fait aujourd'hui. Ce travail sur la céramique est tout bonnement incroyable. J'avais eu la chance lors d'un touch and feel, c'est-à-dire le fait de découvrir des montres en avant-première à Watches and Wonders. J'avais vu une montre l'année dernière avec une lunette en céramique, avec des couleurs un peu bleues, noires. J'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Et la personne en face m'avait laissé croire, laissé entendre que c'était le début de quelque chose et qu'il allait avoir des belles surprises dans le futur. Et quasiment, allez, pas un an après, mais 8-10 mois après, il y a de très belles choses dans les cartons. Donc si vous aimez la céramique, soyez prêts à avoir de très belles surprises. Personnellement, j'aime beaucoup la classique fusion. Je les ai découverts lors des LVMH Watch Week à la Samaritaine cette année. Je la trouve très délicate et avec ce cadre en verre, je trouve qu'elle a un charme fou. Et du coup, elle casse un peu l'image qu'on peut avoir d'Hublot, c'est-à-dire l'image de la montre un peu bodybuildée, de la personne qui n'y connaît pas grand-chose. Donc, je parle du cliché, bien évidemment. Heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi de gros collectionneurs d'Hublot. Mais celle-ci, elle a un côté très bijou.
qui est très agréable et qui va adoucir ce côté assez viril, j'ai envie de dire, même s'il y a des montres de femmes, bien évidemment. Ça devient de plus en plus horloger, tout en gardant l'ADN sport que je partage bien évidemment, comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je vais vous montrer un maximum d'images, donc restez bien avec moi. En attendant, je vais vous montrer un peu à quel point j'ai été bien reçu, parce que ça vaut quand même le détour. Là, vraiment merci, parce que le petit détail, donc un stylo Caran d'H Hublot, et où il y a marqué Tocante. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Ce sens du détail, je dois reconnaître que... donc je vais faire du sport, puis ensuite on va dîner tous ensemble avec l'équipe d'Hublot, l'agence de presse et également les créateurs qui m'accompagnent dans ce press trip. Ah, t'as déjà dégainé la caméra, toi. Je pense qu'il est l'heure d'aller dormir, il est minuit pile. Et demain, programme? Programme, la visite de la manufacture Hublot. Super excité, on va découvrir toute la partie R&D sur l'innovation, sur la céramique. Nous voici arrivés chez Hublot, pas très loin de l'hôtel. On a roulé environ une demi-heure. La nuit a été assez courte. Donc ici on a le découpage au fil qu'on appelle électroérosion. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Donc là nous voici dans la manufacture. On va suivre un des responsables qui va nous amener de métier en métier, de poste de travail en poste de travail, sur différents moments de la vie de la création d'une montre. Mais c'est un fil métallique dans lequel on va faire passer de l'électricité et ça va faire comme un peu le fil à couper le beurre. On va aller pouvoir découper la matière. Donc on brûle la matière et ça permet de la découper. Donc tout ceci va nous permettre de faire des pièces très fines. Comme c'est un fil qui va découper, on va pouvoir faire vraiment des angles très rentrants. Donc avec une fraise, on va faire un arrondi quand on va venir usiner la matière. Mais là, on peut faire des angles très rentrants, ce qui va éviter une reprise à la lime pour faire des angles. Donc c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Donc là, c'est les fils très épais. Donc ça les 2 dixièmes et demi. 1 dixième, c'est plus ou moins l'épaisseur d'un cheveu. Et on a des fils de 5 centièmes, donc la moitié de ça encore. Mais en fait, c'est ce petit fil qui est là, qui va aller dans la matière. Ça va faire un champ électrique et ça fait fondre, si on veut, la matière. On anticipe beaucoup le travail de reprise à la main, quoi. Et après, on vient vraiment faire nos anglages, la décoration. On va aller voir au-dessus la partie décoration après. À savoir que la troisième qui est là-bas, c'est celle-ci dans laquelle on va travailler le Magic Gold. Et après, on va venir avec des outils donc pour aller faire l'usinage, la bonne taille, ensuite le filetage et reprendre ici pour faire les encoches. Et la pièce, elle ressort où? Donc la pièce, elle va ressortir de l'autre côté. Ils vont la récupérer là en dessous et ils vont récupérer comme ça. Ça, c'est une barre de laiton. Là, on fait des vis, ce sera de l'acier. Le laiton n'est pas assez solide. Mais on va partir d'une barre qui va être ici. Donc, qui va aller venir dans la décolleteuse. À ce moment-là, la décolleteuse, c'est la barre qui tourne. On verra tout à l'heure, ça change. Ici, c'est la matière qui tourne et l'outil qui vient et qui va venir usiner sur la barre qui tourne. On va pouvoir partir d'un bloc de matière pré-découpé. Donc là, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire au fil là-bas, qu'on a vu. Et après, on va venir usiner. On a le changement des outils qui va être en automatique. Donc ça va travailler tout seul, nuit et jour. Alors, il y a beaucoup d'heures de travail. Donc c'est pour ça que le métier a évolué. Avant, on passait beaucoup d'heures derrière la machine à travailler. Mais maintenant, on apprend, leur métier, c'est faire des gros programmes très longs. Et après, une fois que le programme est fait, on a fait la première pièce, on l'a mesuré, on a vérifié que tout est OK. Il lance la série. Avant, on mettait des opérateurs, donc des personnes qui venaient, qui chargeaient simplement, entre guillemets, qui faisaient un petit contrôle dimensionnel. Maintenant, c'est le robot qui le fait. Dès qu'ils sont autonomes, ils règlent, ils lancent le robot. Et ça fait combien de temps que c'est tout? ça fait une dizaine d'années, je dirais. Mais avant, voilà, suivant, il y a encore des entreprises. Moi, j'ai travaillé 18 ans chez Breguet.
Voilà, les machines sont plus anciennes, certains qu'ils ont gardé parce que les étampes, tout ça, ça s'use jamais. Là, il y a toujours un opérateur derrière qui doit charger. Là, vous attendez un peu, il va faire son opération. Et après, vous verrez la petite trappe, là, voilà, ça va arriver. La trappe va s'ouvrir. Et là, il y a changement d'outil. Et la rapidité. On va partir à chaque fois 2 barres de matière. Donc vous pouvez la prendre si vous voulez. Si vous pouvez la prendre et tirer, la soulever. Donc quand on l'usine, on récupère les copeaux, mais on a tout un côté aussi écologique parce que il faut aller chercher, etc. Donc on va récupérer, refondre les copeaux pour refaire de la matière et le réusiner après. Donc après, c'est pas spécialement ce qu'on envoie à fondre, on le récupère pas nous, ça repart en traitement. Mais nous, on revend les copeaux et comme ça, ils refont de la matière qu'ils vont relivrer, etc. Ça commence puis tout en bas avec les différents partenariats qu'on peut avoir. Avec tout, là, Clara Smith, Novak Djokovic, quand on a commencé à travailler avec lui. Je pense que vous avez vu le nouveau tourbillon qu'on vient de sortir. Donc à savoir qu'à chaque fois, avec les montres qu'on fait avec lui, on récupère ses raquettes, ses polos. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. On a vu les raquettes Et puis à partir de là, on va refaire de la matière pour faire les boîtes de montres. Et nos apprentis horlogers, oui, c'est à partir de 15 ans. Donc c'est pour ça que là, c'est les premières années. Donc c'est une formation qui dure 4 ans, l'apprentissage d'horloger. Donc durant ces 4 années, ils vont commencer par faire différentes choses qu'on vous a présentées ici. On va commencer à fabriquer nos outils. Donc là, c'est un burin pour faire toute la partie usinage. Donc pièces de révolution. Tout à l'heure, on a vu les grosses machines. Ils travaillent sur des plus petites. On apprend à le faire à la main, à l'ancienne. Donc tout ça, c'est des outils. Ça, c'est pour chasser des pierres, des goupilles. Et ça, c'est un 8 chiffres. Donc on va mettre le balancier pour vérifier qu'il soit bien plat, vérifier notre spirale, etc. Et ici, on va faire l'usinage des ponts, la décoration. Et là, c'est un exercice d'aiguille qu'on fait à la lime. Ici, on vous a mis sous le binoculaire un cadran qui a été réalisé avec 824 diamants. Donc 375 diamants blancs et 449 noirs. On me demande souvent, la première question, c'est comment vous attrapez les diamants pour pouvoir les positionner dans l'horlogement. En fait, ça se passe là. C'est de la mousse avec de l'huile. J'ai un outil en acier comme ça. Je tamponne mon outil. Et regardez ce qui se passe. Hop. C'est l'huile qui les accroche. En fait, ça s'appelle la capillarité. Ça fait comme une ventouse. Parce que je dois pouvoir prendre ma pierre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la taille brillante. Le diamant est composé de 56 facettes, toutes taillées à la main, une par une. C'est impressionnant. Surtout pour ce petit diamant, c'est ça. Alors là, vous avez le fastage. Alors donc, le diamant, lui, repose sur cette partie-là. Donc toute cette partie-là est en extérieur et toute la culasse est en intérieur. Et toutes ces proportions, c'est calculé, ils ont mis des siècles et des siècles. C'est pour pouvoir absorber la lumière et qu'elle repasse. Alors, évidemment, plus les diamètres de diamants sont gros, plus les grains. Et ça aussi, les grains, c'est pas du hasard. Ils sont vraiment proportionnels à la pierre. On va redescendre et on repart dans l'autre bâtiment. On est dans les entrailles du bois. Donc justement, la crémaillère qu'on a vue au découpage au fil. Donc on fabrique quasi tous les composants. On ne fabriquera pas le ressort de barillet. On ne fabrique pas le spiral du balancier et le balancier. Vous avez des sous-traitants en Suisse? Oui. Dans une montre, un ressort, quand il est bien remonté, il est très fort et à la fin, il est moins fort. L'idée, c'est d'avoir une forme qui a été étudiée, calculée, je ne sais plus par qui, mais en fait, le fait d'avoir
à un moment, on repart dans l'autre sens, ramène une force plus constante, plus longtemps. Si on l'avait tout enroulé, il y aurait des gros écarts. Ici, on a fait des instructions de montage qui sont digitalisées, qui nous permettent aussi d'avoir toutes les informations sur dans quel ordre on va monter, parce que des fois, il n'y a pas le choix. On doit monter dans un sens. Des fois, il y a plusieurs choix. Dans les montes tonneaux, la plupart des gens, ils prennent un mouvement rond, ils mettent un cercle d'emboîtage de forme rectangulaire, et après, on fait une boîte rectangulaire tonneau. Nous, on a designé un mouvement tonneau pour aller dans la 614. Et on a fait le baby mécatène ici, l'année dernière, si je ne me trompe pas, pour faire justement une montre un peu plus petite en diamètre, mais avoir ce mécatène. Vous connaissez l'histoire du mécatène. Déjà, on avait l'Unico. L'Unico, 72 heures de réserve de marche. Donc la volonté déjà à l'époque a été de se dire on fait une réserve de marche assez conséquente. 72 heures, 3 jours. C'est-à-dire que vendredi soir, vous l'avez mise toute la semaine. Le week-end, vous allez skier, faire du sport, vous ne voulez pas la mettre. Vous reprenez lundi matin, elle tourne encore. La plupart des autres marques, c'est 42 heures, autour de 42 heures. Ce qui veut dire que le lundi matin, tout est arrêté. On doit remonter, mettre à l'heure, mettre à la date. Donc déjà, l'Unico est fait pour garder 3 jours. Le mécatène, méca, c'était pour mécano. Donc les mécanos, quand vous étiez enfant, vous avez peut-être joué à ça. Ce sont des jeux de construction prêts avec des barres de métal qu'on a assemblés avec des vis pour faire des tours Eiffel, des voitures, etc. Donc le design est inspiré, surtout la partie de l'autre côté avec les ponts, et TEN pour 10 jours de réserve de marche. Donc nous voici dans l'atelier des complications. Donc jusqu'à présent, on avait les grandes séries. On n'aura pas le temps d'aller voir l'emboîtage, mais je pense que vous avez déjà vu l'emboîtage. On verra ici. Ici, les horlogers vont faire tout l'assemblage, l'emboîtage, livrer la montre jusqu'à poser le bracelet sur les modèles les plus compliqués. Ils vont faire tout de A à Z. C'est-à-dire qu'ils reçoivent leur kit et ils vont travailler dessus pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 30 jours, voire plus, en fonction de la complexité de la pièce. Ici, on a un tourbillon avec micro-rotor, donc tourbillon automatique, avec le micro-rotor côté cadran, ce qui donne 2 animations. On a le tourbillon plus la masse qui tourne. Et ici, Ouais, c'est ça. exactement. Donc si on veut augmenter la réserve de marche, il faut en mettre plusieurs. Et au bout d'un moment, le mouvement il va être gros comme ça, quoi. Donc là, l'idée a été, qui était une première, de dire au lieu de les mettre à plat comme on fait toujours, on va les mettre dans l'autre sens. C'est des heures de développement bureautechnique et après prototypiste. Mais voilà, c'était une idée de dire les rouages, on va les mettre dans l'autre sens. Au lieu de les faire engrainer comme ça, on va les faire engrainer comme ça. Donc il faut inventer des systèmes, il n'y a pas de miracle. Mais ça a permis justement d'augmenter la réserve de marche. Et vraiment, quand on s'amuse à faire des montres en saphir, on va aller pas simplement faire une boîte en saphir. On va designer un mouvement aussi avec des plaques saphir à l'intérieur pour amener cette transparence et faire comme si on avait des composants vraiment en lévitation. Donc là, on voit derrière, on voit toutes ces pierres, etc. Donc on va faire des... Donc là, il y a aussi une complexité, parce qu'on doit mettre des pierres pour faire pivoter nos mobiles, mais chasser des pierres, qui sont des rubis, dans du saphir qui est dur, dur et dur, ça casse. Donc il a fallu inventer des petites astuces, etc. au fur et à mesure des développements. En fait, on va mettre des bouchons métalliques, c'est pour ça qu'on les voit. Entre le saphir et le rubis. Entre le saphir et le rubis, et comme ça on peut chasser de nouveau le rubis dans une partie métallique. Donc là on est dans du saphir blanc, vous savez qu'on fait toutes les couleurs. Mais par contre, vous voyez que si on la met de profil, pour passer les barillet, du coup on a dû mettre une forme de glace qui épouse la forme des barillets. Un tourbillon biaxe avec affichage de l'heure et la minute de manière rétrograde. C'est-à-dire que les aiguilles, quand elles arrivent à 12 heures, pouf, elles repartent à 1 heure. Et les minutes, pareil, à 59, 60, et on retombe à 1 heure. C'est assez rapide. Donc là, ce qui a permis de faire l'affichage et de garder une bonne réserve de marche. Oui, et puis surtout l'emplacement pour passer la cage tourbillon. Donc là, justement avec... Donc là pareil, on a fait une petite bulle derrière. Comme ça, on a équilibré un petit peu le positionnement du mouvement. Ici, on a justement la Ferrari. Donc là, avec les 50 jours de réserve de marche, vous avez le tourbillon qui est devant.
Donc ici, vous avez sur la cage tourbillon l'affichage de la seconde. Ok. Comme un tourbillon tourne un tour en 1 minute, on a profité de mettre un disque dessus qui nous donne l'indication de la seconde. Ensuite, vous avez l'affichage des heures et des minutes par rouleau et l'affichage de la réserve de marche. Donc pour lire l'heure, ici on va lire les heures, ici les minutes et ici la réserve de marche. Là il nous reste 30 jours de réserve de marche pour celle-là. Donc justement pour la remontée, on a développé ce petit pistolet comme dans les pit stops de Formule 1, comme on en parlait tout à l'heure des roues. Hein. Donc ceci va permettre de faire le remontage et on voit que tout s'active du côté de la réserve de marche, donc ici, avec les rouages et satellites qui s'activent. Ah, il y a encore un petit coup. C'est pas souvent que vous verrez les deux complications associées, parce que déjà de faire une répétition minute c'est compliqué, mais l'associer à un tourbillon encore plus. Donc là, chaque horloger qui va pouvoir l'assembler, c'est autour d'un mois, un bon mois d'assemblage. Okay. On a profité d'avoir un design particulier avec nos lunettes oreilles pour en fait camoufler le verrou d'armage. Souvent, vous allez avoir un gros verrou qui va être sur le côté de la boîte, ou des fois des boutons poussoirs. Donc nous, en fait, ça se camoufle dans le design. Okay. Donc, ce qui est quand même assez joli et on voit pas que c'est une montre à sonnerie. Donc là, vous avez à chaque fois un marteau qui va sonner pour les heures, un qui sonne pour les minutes, et c'est la combinaison des deux qui font les quarts d'heure. C'est pour ça qu'on a cette distinction, avec 2 marteaux, on arrive à faire 3 sons différents. Mais pareil, les timbres, c'est les horlogers qui vont ajuster la longueur du timbre pour donner le son qui va correspondre à ce qu'on veut. Donc là, je vais la mettre comme ça, vous voyez les marteaux. Donc là, on va vraiment aller dans d'autres univers, dans d'autres aventures. Non, vraiment focus anticitaire. Focus anticitaire ce matin. Donc là, l'anticitaire, je laisserai Mathias, c'est lui le spécialiste, je ne vais pas trop en dire, et il vous en dira bien plus que moi. Et cet après-midi, on ira de l'autre côté pour aller parler des matériaux. La trouvaille du trésor d'anticitaire. En 1901, au large de l'île grecque, on découvre dans une épave antique un mécanisme en bronze vieux de plus de 2000 ans, aujourd'hui considéré comme le premier ordinateur de l'humanité. Ce mécanisme extraordinaire permettait de prédire les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, révélant un niveau de maîtrise scientifique stupéfiant pour l'Antiquité. Plus d'un siècle plus tard, Hublot s'engage aux côtés des archéologues dans le projet Return to Antikythera pour soutenir l'exploration et la compréhension de ce trésor historique. En hommage à cette invention visionnaire, Hublot crée la montre Antikythera Sun Moon, une pièce horlogère d'exception qui miniaturise la complexité du mécanisme originel. Je vous la montre là, à l'écran. À travers Antikythera, Hublot célèbre un pont rare entre passé et futur, où l'horlogerie moderne dialogue avec le génie oublié des civilisations antiques. On a déjeuné au sein même de la manufacture, dans un salon spécial, et on a dégusté un vin merveilleux, un vin blanc dont les vignes sont à côté de la manufacture, parce qu'on est entouré de vignes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un moment très sympathique, donc le service était parfait de A à Z. Je vais peut-être commencer avec le Magic Gold. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà cette matière. On sait que c'est un mélange d'or et de céramique. Ouais. Du coup c'est compliqué parce qu'on doit cuire de l'or. Ouais. Et que finalement vu que l'or est mou, il se fait absorber par la céramique. C'est ça, ouais. L'idée à la base du Magic Gold, c'était donc c'est Jean-Claude River à l'époque qui avait eu cette idée, qui était notre ancien PDG, qui voulait créer un alliage d'or qui serait 18 carats, mais qui serait enrayable. Donc dans le sens beaucoup plus dur que l'acier. L'idée à la base, c'était d'avoir du coup un métal très précieux, mais qui puisse résister aux rayures ou à l'usage du quotidien. Donc, par exemple, avec les clés de voiture, souvent, on peut rayer les bijoux ou les montres en or. Mais du coup, ce qu'on a fait à l'époque pour développer ce matériau,
on a regardé avec quelle catégorie de matériaux on pouvait mélanger l'or pour le durcir de manière significative. Et cette catégorie, du coup, c'est les céramiques. Donc au début, on voulait mélanger l'or avec la matière la plus dure au monde, qui est le diamant. Sauf qu'on a très vite changé d'avis parce que c'est très difficile à travailler, le diamant, et c'est très joli quand c'est tout seul. Donc on s'est penché sur la deuxième matière la plus dure au monde, et c'est le carbure de bore. Donc quand on la reçoit ici, c'est sous forme de poudre, comme celle-ci. Et donc cette poudre, on peut la densifier pour la transformer du coup, de poudre libre à un objet solide. Donc pour le procédé, en gros, ce qui se passe ici, c'est qu'on reçoit la poudre, donc vous avez un seau de 20 kg de carbure de bore, juste ici. Je prends un liquide, donc là par exemple c'est de l'alcool, et que je spray. Waouh, ça aboie complètement le truc, ça absorbe. Exactement. La vache. C'est très poreux. C'est très dur, mais très poreux. Ici, je prends de C'est fou. l'acétone, ça ne marche pas. Il y a 3 paramètres importants, il y a le temps, la température et la pression. Et si on augmente à l'extrême un des paramètres, on peut diminuer les autres. Ouais. Donc en augmentant la pression, C'est un point très léger pour réussir à ce que ça fusionne, mais en gardant. c'est ça, ouais. Donc grâce à cette pression énorme, maintenant on chauffe jusqu'à 1100 au lieu de 1500. Donc on a 100 degrés encore de manœuvre où les piments ne vont pas brûler. Donc ça nous permet de les préserver. Toutes les couleurs, c'est pareil. Alors, les plus durs à conserver, c'est ces deux, Ouais. à cause de leur composition. En fait, c'est des oxydes de métaux. Donc, en fonction du métal qu'on a à l'intérieur, on va réagir à plus ou moins haute température. Donc ça, c'est deux cristaux de saphir qui ont été donc, artificiels, bien entendu, qui ont été fabriqués dans nos fours saphir. Donc, celui-ci, il pèse environ 30 kg. Donc pour le procédé, brièvement, on part d'un matériau qui est l'alumine, donc c'est l'oxyde d'aluminium. Et nous, ce qu'on va recevoir, c'est comme du sable qui est extrêmement purifié en fait. Donc on prend ce sable, on le met dans ce qu'on appelle un creuset. Donc c'est la partie du four qui va accueillir un mélange en fusion. Donc on le met dedans. Pendant 3 jours, on va chauffer jusqu'à atteindre une température de 2050 degrés Celsius. Et une fois que c'est fait, le sable du coup devient visqueux, donc on l'a fondu en quelque sorte. Pour les 6 prochains jours, on va avoir la croissance du saphir, donc à partir de cette partie qui est l'initiateur. Donc ça c'est un cristal de saphir parfait. Donc on a cette partie où les atomes sont organisés vraiment comme ils devraient être. Donc le fait qu'il soit parfait, ça va garantir la transparence. On a cet initiateur et on va juste venir le tremper dans le mélange de saphir en fusion et le remonter, et on va avoir du coup comme des petites couches de saphir qui a solidifié en s'accrochant à l'initiateur, qui s'accroche du coup, et on fait croître comme ça en remontant en fait. Elle est jolie celle-ci. Hein. Ce verso. C'est inspiré du grip des raquettes de tennis en fait, D'accord. au niveau du manche. Ok. Et les polos et la raquette, ça c'est aussi au niveau de la boîte. Je crois que dans les protos qu'on a fait, c'était des choses qu'il a vraiment portées. Terminé, c'est son équipement. C'est son à lui, équipement, ouais. Vraiment, mais par contre qu'il l'ait utilisé ou porté, c'est pas systématique. Ok. Je connaissais pas ce modèle. Elle est sortie Ça, quand? c'était il y a les années 2005-2010. Ah oui. Un bon moment, une quinzaine d'années maintenant qu'elles sont sorties. La taille par contre, c'est importé, c'est Alors c'est compliqué un gros d'eau. bébé, effectivement, avec Un un gros bébé, hein. vertical. Donc à cette époque-là, forcément pour la publication, il y avait besoin d'espace. Ah, c'est incroyable. On devrait la miniaturiser. Une vraie performance. Elle est énorme, mais je suis sûre que avec un outfit un peu cool, ça passe genre. Ouais, très fashion week quoi. Outfit of the day. Après, espion. Un peu à la même Gracias. époque de Ah, c'est la beau Ferrari. quand même. Tu sais, avec le tourbillon, et là, t'as les secondes. Toi, en fait, toi, ça te va bien parce que c'est costaud. C'est charnu. Ouais. Mais je trouve que sur un petit poignet fin de femme, tu vois, une grosse montre, ça peut être pas mal aussi. Non. C'est surprenant. Mon coloris préféré parmi ces montres est la orange. Car donc je disais que c'est très personnel, mais j'aime pas particulièrement le vert. C'est pas une couleur que j'aime porter. La bleue est sympa, mais je préfère la orange parce que je trouve que par rapport à ma carnation, c'est ce qui rend le mieux. Les compteurs carrés. Ça te va bien, cette couleur, avec le blanc. Ouais, c'est super. L'envers, c'est joli. Si c'est pas déjà fait, vraiment, je vous encourage, en retour de tout le travail que j'ai fait pour cette vidéo, à me donner votre avis sur
sur la marque Hublot. Vraiment à bâton rompu, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça n'a pas bougé ou si ça a évolué. Pour conclure, ce que je trouve positif sur cette marque, c'est que c'est une marque qui s'invente pas une légende. On voit même des marques qui se créent, des jeunes marques, je ne vais pas bien sûr pas en citer, mais pour les stigmatiser, mais il y a des jeunes marques qui se créent, françaises, suisses, qui n'ont pas d'historique, mais qui s'inventent un ADN néo-vintage, comme on dirait aujourd'hui, et qui s'inventent une légende. Et ce que j'aime bien avec Hublot, c'est que c'est une marque qui a 45 ans maintenant. Donc ça paraît peut-être un peu vieux pour les millennials, mais c'est quand même très récent dans l'histoire horlogère. Et justement, ils ne vont pas s'inventer une tradition qu'ils n'ont pas, donc ils vont directement, de manière complètement décomplexée, sur le terrain du sport, sur le terrain de la performance, sur le terrain du dépassement de soi, sur le terrain de l'élégance aussi avec la Classic Fusion. C'est vraiment une marque qui est de plus en plus branchée et pointue pour un homme ou une femme entrepreneur, décomplexé, donc qui n'est pas dans le fait d'être complètement terré dans son coin, discret, dans l'ascétisme, etc. Pas du tout, c'est un entrepreneur qui est décomplexé, qui aime les montres, qui a envie de se faire plaisir, qui aime le sport. Et c'est ça pour moi l'avatar ou le persona Hublot. C'est vraiment ça. Et quelqu'un qui assume. Moi, ce que j'ai apprécié, et vous le savez si vous me suivez depuis plusieurs années sur Tocante, j'ai ma personnalité qui est affirmée. Et le fait d'avoir le courage d'assumer sa posture, ça c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux, que je respecte beaucoup. Et Hublot, c'est une marque qui ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas et qui assume sa posture. Il n'y a pas que des sportifs chez les ambassadeurs Hublot. Il y avait notamment Samuel Ross aussi, où j'étais à son événement. Je lui ai même fait une petite interview que vous retrouverez sur l'Instagram Tocante, que je vous invite à suivre si ce n'est pas le cas. C'est une marque qui est à la croisée de plusieurs univers. Et le point commun, c'est une précision du détail. J'ai rencontré des gens passionnés aussi à l'intérieur de la manufacture qui sont là depuis plusieurs années. On pourrait croire que c'est uniquement commercial, etc. Mais non, il y a vraiment des gens qui sont passionnés. J'ai vu les yeux briller autant que sur des manufactures qui ont plus de 100 ans parfois. Je remercie évidemment les équipes d'Hublot et Maniapress pour m'avoir permis de découvrir cette manufacture qui était un peu mystérieuse pour moi et je suis pas déçu, pas du tout. En tout cas, humainement, c'était intéressant aussi, avec les autres créateurs, Martin, Paola et Julia. Et on a vécu un bon moment avec de la rigolade, de la bonne humeur, du contenu de qualité et de belles découvertes horlogères. Je suis très content de vous avoir proposé ça, j'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse sur la question du début. Quelle est la différence entre un a priori et la réalité ? Je vous laisse réfléchir.